Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres de journal. Cela fait 69 ans aujourd'hui que la radiodiffusion nationale a été créée. Au fil des années, elle s'adapte et se positionne sur les différentes plateformes numériques. De plus en plus d'élèves développent un désamour vis-à-vis des mathématiques, une situation que l'on a du mal à comprendre. Des acteurs du système éducatif se prononcent. Vivre avec la drépanocytose est aujourd'hui possible, mais le dépistage et la prévention permettent de diminuer les risques. Précision à suivre dans cette édition. Il y a 69 ans aujourd'hui, la radiodiffusion nationale émettait ses premiers signaux. Créée le 7 mars 1953, la radiodiffusion nationale est passée de Radio Cotonou à Radio Dahomey, la voix du progrès, la voix de la révolution, pour être aujourd'hui Radio Bénin. Il comprend aujourd'hui 3 chaînes à savoir: Radio Bénin, qui est la chaîne mère, Radio Bénin Alafia, consacrée aux langues nationales, et Atlantique FM, la radio des jeunes. Avec l'évolution du numérique, la radiodiffusion nationale s'adapte et se positionne sur les différentes plateformes numériques en améliorant ses offres avec un programme alléchant pour accroître son audience. Et justement, dans le cadre de ces 69 ans d'existence, pour être plus précis, Radio Bénin se réinvente. Désormais, son succès se joue sur sa capacité à éditer plus de contenu éducatif, interactif et de distraction. Aujourd'hui, avec le numérique, Radio Bénin ambitionne être encore plus proche de ses auditeurs sur les réseaux numériques. Gilles Odilon Yakoubou, responsable région et régie générale des programmes de Radio Bénin, nous parle ici des défis de Radio Bénin 69 ans après sa création. Pour une femme, 69 ans, c'est déjà le troisième âge. Dans 69, on a 2 fois 30 ans, plus une dizaine d'années. Les premiers 30 ans, c'était la naissance. La radio a eu le temps de se transformer petit à petit. Puis l'avènement de la démonopolisation des ondes, la concurrence qui a commencé par naître, nous n'étions plus les seuls. Et puis depuis une dizaine d'années, nous sommes restés la radio la plus écoutée du Bénin. On est la radio la plus écoutée quand, pour coller un peu à l'actualité, nous autres, nous avons fait le choix. On a fait le choix d'être présent dans certains domaines. La politique, par exemple, l'économie, le social, la culture. Nous avons beaucoup de tribunes téléphoniques durant nos émissions et cela permet à nos auditeurs de pouvoir s'exprimer, de donner leur avis. Et lorsque vous échangez avec les auditeurs, il y a une certaine complicité. Nous sensibilisons à la citoyenneté, nous abordons les questions sociales aujourd'hui, nous donnons des conseils aux jeunes, nous profitons des aînés pour donner des conseils aux jeunes, nous allons à la découverte de l'expérience de certains jeunes pour conseiller d'autres jeunes. Vous voyez, nous touchons des questions spécifiques comme l'environnement dans certaines émissions, comme la culture, comme nos valeurs culturelles. Nous parlons également des collectivités locales dans beaucoup d'émissions. Quand vous écoutez les auditeurs et qu'ils vous font confiance, à votre tour, vous innovez pour qu'ils puissent rester avec vous. Depuis bientôt 8 ans, nous avons une rentrée radiophonique toujours à mi-septembre, d'accord, qui nous conduit jusqu'à début juillet, où on fait une pause, on connaît des vacances radiophoniques pendant lesquelles nous faisons des sondages pour voir un peu ce qu'il faut améliorer dans notre grille des programmes. Et il y a un gros défi aujourd'hui, c'est le défi de la couverture. Et par rapport à ce défi, je pense que nos dirigeants travaillent à ce que très bientôt, nous allions vers la RNT. Juste après le programme de la TNT, il y aura aussi la radio numérique terrestre pour nous permettre d'aller au-delà de nos frontières. Déjà, nos différents canaux digitaux
Notre présence sur Internet nous permet de nous faire écouter par la diaspora. Mais aujourd'hui, nous pensons plus loin pour nous faire écouter par d'autres pays, d'autres contrées. Direction le collège d'enseignement général de Hue-Ho pour parler des mathématiques. Le constat aujourd'hui est que très peu d'apprenants aiment cette matière scientifique. Au CEG Hue-Ho, par exemple, dans les classes de première et de terminale C, enseignants et élèves sont fiers d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Malheureusement, l'effectif est très réduit. Pourquoi donc cette matière ne draine pas de foule? Les détails dans ce reportage. Au collège d'enseignement général de Hue-Ho, très peu d'élèves choisissent les séries scientifiques, comme dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire au Bénin. Ici, en première C, il y a 11 filles sur un effectif de 23 élèves passionnés des mathématiques. Presque une égalité parfaite. Chose rare. Au nom de ses camarades, Laurette avoue que les maths sont faciles à comprendre. La mathématique est un jeu. Si on arrive à percer vraiment le sens, on pourrait comprendre. Tout le monde fuit la mathématique parce que c'est répandu que c'est difficile. Mais la mathématique n'est pas si difficile que cela. Il y a une démarche, il faut juste la suivre de telle sorte à trouver une réponse. Parce que la réponse est là, il faut juste la trouver. En fait. La réponse, elle a su trouver en choisissant la série scientifique. Comme elle, certaines de ses devancières en classe de terminale C raisonnent de la même manière. Les mathématiques ne sont pas une science aussi difficile que ça. Il faut juste comprendre les propriétés, savoir les appliquer. Belle approche méthodologique. Et pourtant, beaucoup d'élèves fuient les mathématiques. Dans la plupart des collèges que nous fréquentons, il y a un nombre décroissant de scientifiques dans ces classes. Plus de personnes vont dans les classes littéraires que dans les classes scientifiques. Aujourd'hui, on note une désaffection des apprenants vis-à-vis des mathématiques. L'année passée, l'effectif était à peu près le double de ce que vous avez vu. L'année passée, il était autour de 16. Cette année, vous voyez près de la moitié. 3 filles et 4 garçons. Voilà l'effectif de cette classe de terminale C. Ils suivent les cours de physique-chimie. Un constat qui illustre malheureusement le manque d'attractivité des matières scientifiques chez les élèves. Baké Yolou est censeur. Elle nous confie que le nombre des candidats inscrits au baccalauréat pour la série C est constant depuis 2 ans et ne dépasse pas la quinzaine. Puisque en 2019, c'est 12 qui sont restés en terminale pour aller au bac. En 2019-2020, c'est également 12, mais nous avons retenu 9 qui sont allés au bac et 8 sont reçus. J'invite tous les parents qui ont détecté en leurs enfants le talent ou le goût pour les mathématiques, de leur prendre des répétiteurs, de les appuyer et surtout d'échanger avec les enfants, de leur montrer qu'il n'y a pas de matière difficile. C'est le goût et l'apprentissage qui donnent la facilité d'apprendre une matière. Les mathématiques, la mère des sciences, une matière dont il faut très tôt inoculer la passion aux élèves. Parlons à présent de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde entier et qui altère la fonction de l'hémoglobine, très présente sur le continent africain, notamment au sud du Sahara. Cette pathologie fait de nombreuses victimes. Et pourtant, le dépistage précoce permet de mettre en place un suivi médical pour diminuer la gravité ou la fréquence des complications. Les détails dans ce reportage. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose.
si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Direction la Tunisie où le pays traverse une grande crise économique. La dette de ce pays dépasse les 100% du PIB. Le pays a demandé un nouveau prêt au Fonds monétaire international, le 3e en 10 ans, alors que les classes moyennes sont en pleine difficulté. Le reportage de nos confrères de France 24. Après 10 ans de lutte pour maintenir son entreprise à flot à Kasserine, au centre-ouest du pays, il ne reste à Khaled qu'un dépôt où il a entassé son matériel. Avec la crise sanitaire, il a dû fermer en 2020 son entreprise, spécialisée dans la peinture en bâtiment. J'ai ramené toutes mes machines ici parce que j'ai dû quitter les locaux de mon entreprise. Je ne pouvais plus payer le loyer. Il existe près de 20 000 PME en Tunisie. Près de 12,9% d'entre elles ont dû fermer temporairement ou définitivement après la pandémie. Comme Khaled, beaucoup n'ont pas eu d'aide suffisante des banques ou de l'État. On sait que ce n'est pas la priorité de l'État avec la crise actuelle de soutenir les entrepreneurs, surtout dans les régions les plus reculées. C'est impossible pour moi de vendre mon matériel. C'est près de 10 ans de travail. J'ai toujours espoir d'une relance, un espoir qui est surtout un rêve pour le moment. Un rêve de relance dans un pays où la crise économique empire. Elle touche aussi le budget des ménages, même de classe moyenne, comme pour cette mère de famille qui fait plus attention. Là, j'ai une application et à chaque fois que je dépense quelque chose, alors je mets toutes mes dépenses. On a envie d'économiser parce que sinon on ne peut pas y arriver autrement. L'inflation dans le pays est supérieure à 6% actuellement. Nous suivons Ella à l'épicerie du quartier où elle préfère aller pour éviter les tentations des grandes surfaces. Mais les prix restent élevés. Là, on est à 10 dinars le plateau alors que 2-3 mois en arrière, on était à 7 dinars 5. Et déjà, 7 dinars 5, c'était cher. Le pays est en pleine négociation avec le Fonds monétaire international pour obtenir un nouveau prêt, une course contre la montre. Le temps joue contre tout le monde dans la situation actuelle. Parce que la situation des entreprises publiques, la situation des entreprises privées, de secteurs entiers de l'économie, s'ils ne se remettent pas au travail, eh bien leur situation continue de se dégrader. Aujourd'hui, la Tunisie a besoin de près de 6 milliards d'euros pour ses dépenses de l'année 2022. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.